Avec Virginie Dufour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, très bien. Bienvenue dans Politigui Correct. On est heureux de vous avoir pour discuter de ce qui probablement est la chose qui accable le plus la population et qui menace le plus l'avenir à court terme du Québec. Félicitations pour l'obtention des portefeuilles fantômes. C'est beaucoup de matériel. Parlons de logement et je veux vous entendre sur ce que vous pensez qui est à l'origine de cette crise-là qui est indéniable. Moi, je l'ai nié à quelques occasions, il y a peut-être 1 an et demi. Pour la région de Québec, là, maintenant, ça frappe de plein fouet. Montréal, ça fait un bout de temps. Qu'est-ce qui est la cause principale ou les causes principales de ce phénomène-là, selon vous, Madame Dufault? Ben, merci de me recevoir aujourd'hui. D'abord, on a beaucoup entendu parler aujourd'hui, hier, du sujet de l'immigration, mais puis il y a certains groupes qui voudraient mettre ça sur le dos de l'immigration, mais j'aimerais rappeler que la crise du logement, elle est actuellement, elle touche partout au Québec. Les endroits les pires, c'est les endroits où il y a le moins d'immigration. Donc, il y en a, peut-être qu'on peut faire ce lien-là dans certains cas, mais la réalité, c'est pas que ça. Il y a d'autres enjeux. On voit au niveau de la démographie, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent seuls. Donc, ça aussi, ça joue. Mais il y a surtout une chute dramatique des mises en chantier. Depuis 25 ans, là, ça a toujours été très soutenu. 2020, 2021, ça a été les années où ça a été il y en a eu le plus. Et boum, 2022, 2023, là, on est dans un plancher. En plein où ça devrait être foisonnant, ça drop. Évidemment, il y a une question d'inflation dans tout ça, puis de hausse des taux d'intérêt. C'est absolument vrai. On a le moins de mise en chantier au prorata depuis les années 50. C'est complètement débile. C'est dramatique. Sur l'immigration, quand même, juste une petite parenthèse, quand même, le Parti libéral, généralement, on sait que il y a de l'ouverture de vannes. C'est un peu la marque de commerce, là, et il y en a même qui soupçonnent que c'est parce que, généralement, la clientèle électorale est là. Mais est-ce que quand même, il faudrait diminuer, essayer de réduire cette ouverture de vannes-là, vu le décalage entre le nombre de logements, puis le nombre de mises en chantier et le nombre de nouveaux arrivants? Mais là, je pense quand on parle du nombre d'immigrants là, accueillis, là, tu sais, il y avait la dernière campagne, il y avait des 50 000, 35 000, 80 000, 70 000. Ouais. Dans les faits, là, c'est les travailleurs étrangers temporaires, les gens, c'est les étudiants étrangers temporaires qui viennent. C'est vraiment toute l'immigration temporaire qui vient gonfler les chiffres de façon importante. C'est pas les seuils de 30 000 ou 35 000 ou 50 000 ou 70 000. C'est pas ça. On parle de centaines de milliers de personnes qui se sont ajoutées. Et là, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon dossier, l'immigration, mais il suffit de regarder les nouvelles où le gouvernement, la CAQ, cache ces chiffres-là. Ils veulent toujours dire, on a accueilli juste 50 000. Ben, oui, mais il y en a... C'est 300 000 autres qui arrivent, qui sont pas immigrants acceptés, mais ils sont là de façon temporaire. Et les étudiants, beaucoup aussi. Ben oui, puis c'est sûr qu'ils occupent des logements. On peut pas le nier. Puis d'ailleurs, c'est un des éléments, tu sais, dans la région de Montréal, on parle beaucoup de Northvolt, l'usine. On arrive avec des gros projets, des Canco aussi, qui vont requérir des milliers de travailleurs. D'où vont-ils venir, ces travailleurs-là? Il y en a une forte partie qui vont venir de l'étranger, et là, on n'a même pas de logement pour eux en ce moment. Donc c'est un enjeu, puis c'est pas tant l'immigration permanente qui est celle sur laquelle on a toujours le débat là, dans les faits. Mais c'est vrai que c'est l'immigration temporaire. C'est pas votre domaine de prédilection, mais je sens une analyse quand même d'une certaine qualité là. L'inflation non plus n'est pas votre domaine, mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est à la base des problématiques de mise en chantier proéminent et il y aurait des solutions plutôt faciles. Puis pour ce qui est des professeurs, est-ce que vous réalisez que ce qu'on vient de leur octroyer là, puis pas juste eux autres, là, beaucoup de travailleurs du domaine public, va perpétuer l'inflation? Des gens comme René Lévesque, plutôt progressiste, ou Pierre Elliott Trudeau, un bon libéral,
avait compris ça. D'ailleurs, il avait payé politiquement plutôt cher pour avoir essayé de diminuer la spirale inflationniste au moment où il renégociait dans les années 80 les conventions collectives. Est-ce que le gouvernement Legault a exagéré dans sa générosité récemment? Moi, je n'irai pas commenter ça parce que ce que je vais vous dire, c'est que j'ai été, il y a quelques semaines à peine, rencontrer des promoteurs à Gatineau. Et ces promoteurs-là, qui sont à la frontière, on s'entend, là, de l'Ontario et du Québec, nous disent que désormais, ils ne construisent plus au Québec, ils ne construisent qu'à Ottawa ou en Ontario, parce que il y a un paquet de contraintes, mais il y a aussi des coûts. En Ontario, ils ont aboli la taxe de vente provinciale sur les logements locatifs. Le Québec refuse de le faire. Ouais. On est les derniers. Là. Tout le monde l'a fait au Canada. Évidemment, le fédéral l'a fait aussi là, pour la taxe de vente fédérale. Donc là, ça fait en sorte qu'actuellement, les projets coûtent presque 10 plus cher au Québec qu'en Ontario, en partant. Fait que là, on accentue un problème. Ailleurs, d'ailleurs, on le voit, là, c'est beaucoup moins dramatique, les chutes de mise en chantier. En fait, même que c'est positif. Là. Il y en a plus à Toronto qu'il y en avait. Le marché a fait son œuvre ailleurs, au Canada, ailleurs aux États-Unis. Et là, vous avez parlé d'inflation, et c'est plus les taux d'intérêt qui ont un impact que l'inflation elle-même. Et il y a un enjeu aussi de l'organisation du travail qui est plus facile en Ontario. Puis là, on attend toujours le projet de loi de Jean Boulet qui est supposé venir un peu assouplir ça. Les métiers de la construction, là, il y aurait plus 77 métiers différents. Mais ça ira pas très loin, on s'entend là-dessus. Donc, et ça va être encore très réglementé. En Ontario, propriétaire de logement qui veut peinturer le 4,5 qui vient d'être libéré, il a le droit, il ne se fera pas tomber dessus par la CCQ et tout ça. Parlons-en de la réglementation. Qu'est-ce qu'on devrait éliminer comme réglementation outrancière qui bloque vraiment les investissements en immobilier? Mais étonnamment, en Ontario, ils ont des réglementations parfois plus strictes que nous, comme par exemple, l'inspection est obligatoire à toutes les étapes, mais les chantiers prennent moins de temps à se faire que nous. Alors, c'est évident que cette segmentation-là des métiers a un impact. Il y a aussi le coût de la main-d'œuvre qui est plus cher au Québec qu'en Ontario dans des métiers parce que c'est des actes réservés. Il y a un promoteur qui me racontait, il dit, moi, mon gars de mon chef de chantier, il passe, il voit un sac de déchets qui traîne, il vient pour le lancer dans le conteneur. Puis là, il y a un inspecteur de la RDQ qui sort. Pas de la RDQ, c'est de la CCQ. La CCQ qui sort puis qui dit « Hey, toi, c'est quoi tes cartes? » Puis là, il regarde ses cartes, tu n'as pas le droit d'utiliser des déchets dans le conteneur. Pas dans ton métier. Moi, je t'abolirais ça demain matin, la CCQ. Je te garantis qu'il n'y aurait pas plus de logements qui tombent à terre. Bon, je pense pas que ça soit envisagé nécessairement au gouvernement libéral, avec un gouvernement libéral, mais y a-t-il des réglementations comme ça, pareil, qu'on pourrait slasher carrément Virginie Dufour, porte-parole libérale en matière d'habitation, vraiment abolir là, dans la mobilité de la main-d'œuvre, autant entre les métiers que entre les régions. Là, actuellement, il y a des régions qui ont du monde qui sont disponibles pour travailler, puis ils n'ont pas de job, ils ne peuvent pas changer de région. Puis ils ne peuvent pas aller travailler là où il y a de la demande. Ça, c'est sûr que ça augmente les coûts de construction. Là. On l'a vu aussi, il y a des chiffres que Desjardins a sortis hier ou avant-hier, je pense. On voit que c'est dans le domaine de la construction qu'il y a le plus grand taux de vacances de postes vacants. Donc, il y a une grande demande. Il faudrait normalement faire de la formation, tout ça. Bon, on l'a vu, le gouvernement a fait des annonces en ce sens-là. Mais on le voit, il y a du monde au chômage en même temps. Ça fait aucun sens. Il faut de la mobilité. Là. OK. Pour ce qui est de la permissivité, pourquoi moi, j'ai pas le droit de poser un cordon dans mon 4,5? Est-ce que ça pourrait être envisagé d'être proposé par le Parti libéral, que des propriétaires de logements locatifs aient plus de possibilités de rénover d'eux-mêmes leur logement, ou même, un locataire qui veut aider, on veut le couper sur son loyer, on veut en fait y enlever du paiement.
Ce serait un crime de lèse. C'est un crime de lèse-majesté. Ça peut causer des très graves problèmes à des propriétaires immobiliers. Puis on laisse ça comme ça, alors que je vois pas de raison autre que du corporatisme crasse de garder ça. Ben, comme on l'a vu dans les écoles, hein, des parents qui voulaient donner un coup de main puis qui se sont fait taper sur les doigts. Il n'y a rien qui a changé après, là? Non, mais oui, c'est ça. Il faut définitivement plus de souplesse, là. On est dans des carcans, là, dans tout, hein. Puis on devrait pas. Puis ça vaut aussi pour les entreprises, là. Les réglementations envers les entreprises qui sont lourdes. Il y a toujours des nouvelles réglementations, des nouvelles obligations qui s'ajoutent. La même chose pour les villes. Moi, j'étais porte-parole jusqu'il y a 2 jours pour les affaires municipales. Les villes, là, on leur en rajoute. Il n'y a jamais rien qui s'enlève. Alors que ça devrait être une règle, là. Je pense que c'est une proposition du Parti libéral là, de faire une loi, là, de dire si on ajoute une nouvelle exigence, on en enlève en même temps. Ah, ça sonne le Parti libéral plus de Jean Charest que la nouvelle mouture progressiste, mais des fois, il y a des différentes mouvances à l'intérieur d'un parti. C'est effectivement une excellente idée. J'ai entendu dire quelque chose de similaire de la bouche de Pierre Poilievre là, au cours des derniers jours. Il était de passage à Québec. Mais oui, que ce soit des progressistes ou des conservateurs qui promeuvent cette façon de faire là pour les réglementations pour les villes, ça serait excellent. Et la dernière en lice qui a été imposée aux villes, c'est sur les Airbnb. Et là, on sera peut-être pas d'accord, mais moi, perso, je trouve que c'est juste en apparence que ça nuit au final à la promotion d'immobilier qu'on interdise ça. Je vous explique. Ben, les Airbnb, c'est une autre des causes de la crise du logement. Ben, je suis pas d'accord, moi, parce que, exemple, là, moi, en tant que propriétaire et investisseur là-dedans, débutant, là, ça commence à faire un petit bout. Je commence à comprendre certaines notions, mais aussi à être découragé par ce genre de choses-là. Si momentanément, ça peut m'aider à garder mon cash flow, moi, de louer du Airbnb, ça va me motiver, ça va promouvoir l'idée dans mon fonctionnement d'investir plus tard dans peut-être d'autres logements, puis même dans une construction, j'ai cette option-là qu'on m'enlève, ben peut-être que c'était ça qui me manquait pour aller de l'avant. Et les raisons, c'est un peu flou. Là. Il y a eu un feu là, que finalement on comprend que ça aurait eu lieu à Airbnb ou pas. Et là, tout d'un coup... C'est pas tant ça. C'est vraiment le nombre de logements qui sont retirés du marché, là, dans le fond, pour les réserver à Airbnb. Il y a énormément de logements qui sont actuellement vacants, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'en quelques jours, c'est possible de faire l'équivalent d'un loyer, modeste, puis même en mettons 2 semaines maximum. Mais j'ai jamais vu des statistiques là-dessus, parce que c'est bien plus d'ouvrages, là. Puis c'est de l'incertitude incomparablement. C'est vrai, mais un des enjeux, puis on a beaucoup parlé dans le projet de loi 31 en habitation, c'est que vous avez raison, actuellement, quand on est propriétaire d'un logement locatif, on a très peu d'incitatifs à l'entretenir, puis parce que si on fait des travaux, on est limité par une hausse. Oui. Ridicule. Mais c'est plus que... Mettons, on change le toit, là, mais là, il faut le mettre sur 26 ans à peu près. Mais je suis désolé, c'est pas juste qu'il n'y a pas assez d'incitatifs, c'est des nuisances par-dessus nuisances par-dessus nuisances qu'on ajoute sans cesse. Les Airbnb, c'est dans cette vibe-là. C'est du monde qui n'ont aucune idée de ce que c'est que d'être dans l'immobilier, puis qui pensent qu'il faut faire de l'argent comme rentier, alors que c'est exactement le contraire. Et ils sont jamais dans un mode de déréglementation. Jamais. C'est toujours des ajouts. Non, ça, c'est certain. Mais là, actuellement, on a une crise aiguë. Hein, fait que là, actuellement, de voir des gens être évincés de leur logement pour que ça soit transformé en Airbnb, socialement, on peut se poser la question. Actuellement, si on met des gens peut-être à la porte. Mais c'est pas légal, ça. C'est pas légal, ça, madame. Actuellement, évincer quelqu'un pour faire du Airbnb, c'est tout à fait légal. Ben non, j'ai des gens qui payent pas, puis je suis pas capable de les évincer. Je suis désolé. Non, mais attention, si vous changez l'usage, parce que si vous faites du Airbnb, c'est un changement d'usage, vous avez le droit de le faire.
On en a parlé en 31, j'ai même déposé un projet de loi pour l'interdire. Actuellement, c'est possible. C'est possible, mais ça va être très rare que ça va se produire. Tu n'as pas la paix d'esprit. En plus, avec cette pénurie-là, le marché va favoriser que tu choisisses de louer locatif à longue durée. Là, comme on parlait, actuellement, c'était quand même plus payant de faire du Airbnb. Fait qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient. Mais là, vous savez, il y a une loi qui a été adoptée par le gouvernement Legault juste en fin de session, qui va permettre aux villes de taxer les logements vacants et ça va inclure des Airbnb. Ah, je pensais que c'était juste du commercial. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est du commercial, mais ça inclut du Airbnb. Non, mais c'est tout nouveau, là. C'est quelque chose des logements vacants résidentiels vont pouvoir être taxés également. Hein? Ça, c'est nouveau. Ça vient d'être voté là, à la fin, au mois de décembre, là. Mais à qui ça va tenter? À un moment donné, ça va tenter à qui de se lancer dans l'immobilier? Parce qu'on a quand même une proportion intéressante de petits propriétaires. C'est un peu une fierté. Oui. C'est la majorité. Oui, mais c'est ça. Les propriétaires, c'est des petits propriétaires. Absolument, mais on n'arrête pas de les encadrer outrancièrement comme ça. Tu sais, à un moment donné, c'est une propriété aussi. La notion de propriété semble évacuée. Mais... Non, c'est un enjeu, puis c'est pour ça qu'il faut que ça redevienne intéressant, autant fiscalement que financièrement. Là, on peut pas se le cacher. Un propriétaire peut pas entretenir son bien, puis en bénéficier. C'est un enjeu. Tu es vraiment incité à ne pas le faire. Ou si tu le fais, puis tu le fais dans les règles. Mettons une salle de bain qui était vraiment, c'est un cas vécu récent, OK? Qui était, je dis pas que c'est moi, qui était insalubre. Si la personne engageait une compagnie CCQ puis toute la patente, c'était 17 000 $. Puis si la personne y allait, tu sais, avec de l'aide puis en se débrouillant, 3-4 000. Puis là, les gens qui sont loin d'être riches dans cette résidence-là en bénéficient rapidement. C'est vraiment hors système que ça doit se produire. Puis, comme vous disiez, les permissivités pour l'augmentation des loyers par le tribunal administratif du logement sont ridicules. Parlons-en du tribunal. J'ai une expérience aussi. Là, ça, c'est moi, OK? Je vous soumets ça. Vous me direz ce que vous voulez faire avec ce tribunal-là aussi qui est géré et qui manque de ressources, mais en même temps géré de façon particulière. J'ai des locataires qui ne payent pas. Je vais sur le site Internet extrêmement complexifié de la chose pour finir par penser réussir à inscrire le dossier en question. Ça prend 12 jours avant qu'on me revienne et qu'on me dise « Non, ça n'a pas fonctionné. Voici votre remboursement. Le code postal était mauvais. Il y avait une autre chose aussi qui ne fonctionnait pas. On ne me permet pas de répondre aux courriels qui me disent qu'on a annulé ma patente. Alors, je me décide à appeler. On me raccroche au nez en me disant qu'on a un trop grand volume d'appels. Je me décide à me présenter sur les lieux pour me faire dire que ça prend un rendez-vous par des gens qui sont là à chatter, à ne rien faire absolument dans une très grande pièce feutrée où personne ne travaille. Là, je suis venu là pour rien. Pendant tout ce temps-là, je perds de l'argent que ces locataires-là ne me donnent pas, que j'aurais probablement investi parce que je viens d'acheter puis j'ai envie d'améliorer la vie de mes locataires pour que ça aussi, c'est une incitation. Pour moi, ça améliore la mienne. Quand ils vont mieux, ils appellent moins, il y a moins de problèmes, etc. Mais non, parce que je vais avoir peut-être la libération de mon logement dans 3 semaines, 1 mois. Encore, là, ça fait 2 mois qu'ils ne me payent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce genre de situation-là, Madame Dufault? Bien, c'est évident que le tribunal administratif du logement, il y a des enjeux. Il y a eu des améliorations là dans la dernière année. Là, j'ai eu des échanges avec le président du TAL, là, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est évident qu'il manque de ressources. Okay. D'ailleurs, il y a eu dans le projet de loi 31, encore une fois, ils se sont attribués
un nouveau poste de cadre, de haut cadre, et supposément que ça va aider à accélérer les travaux. Moi, je leur ai dit, j'ai dit, je pense que ça manque plutôt de monde en bas, là. Puis d'ailleurs, le salaire d'un vice-président au TAL, ça approche le 200 000. Là. Fait que j'ai dit peut-être qu'on pourrait payer quelques ressources avec ça, là, quelques personnes à la place. Mais bon, ça c'est la ministre a insisté que ça passe, ce changement-là. Mais ça, vous avez raison, là, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de gens, de ressources. Puis d'accessibilité, là, parce que là, vous êtes à Lévis, vous avez quand même un accès facile, mais quand on est en région, c'est des places que c'est ouvert. Tribunal itinérant. Puis là, encore là, c'est ça. Quand je suis allé, puis qu'ils m'ont dit, ça prend un rendez-vous, monsieur, finalement, ils m'ont laissé prendre un rendez-vous sur place. Moi, le chanceux, là, j'ai interrompu leur jasette, mais ils ont quand même été assez fins pour me permettre d'avoir un rendez-vous une semaine plus tard. Mais en région. Il y a des places, là, je pense qu'en Gaspésie, là, c'était ouvert à peu près 4 fois par mois. Là. C'est ça. Ça n'avait aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Tu sais, je me rappelle, quand je suis sorti de là, j'ai croisé quelqu'un, puis j'ai dit « Achetez pas de logement locatif, monsieur. » Et tu sais, ça se perpétue. C'est vraiment nocif. Il faut des sommes neuves là-dedans, mais il faut, oui, réorganiser. On est allergique aux réorganisations au Québec. Est-ce que vous êtes en mesure de me promettre, si vous, mettons, vous accédiez à un gouvernement, vous étiez ministre des municipalités et de l'habitation, vous feriez une réforme du tribunal administratif du logement? Bien, écoutez, je vous promettre que je ferai une réforme complète. Là, c'est un peu beaucoup, là. Je ne vous promettrai pas n'importe quoi. Mais définitivement, il y a du ménage à faire. Il y a du ménage à faire dans tous les processus. On parlait, il faut plus de logements sociaux, par exemple. Mais les logements sociaux, les programmes, c'est pénible. Mais la CAQ disait ça pendant que les libéraux étaient au pouvoir. Les libéraux disaient ça pendant que le PQ était au pouvoir. Comment on peut penser qu'un jour, ça va changer? Ou même, s'empêcher de devenir cynique puis se dire, on dirait que c'est organisé de même, c'est voulu. Ah, j'espère que c'est pas ça. J'ai pas été au gouvernement moi-même, mais j'ai été dans un gouvernement municipal et moi, j'ai brassé la cage de gens, de fonctionnaires. Ils n'ont pas aimé ça. Okay. Ça l'a grincé des dents, mais à un moment donné, les choses s'améliorent. Puis ils disent, OK, ouais, finalement, il faut absolument être plus flexible, mais aussi, comment dire... il y a des choses que je peux pas dire en ondes, là, mais on est très segmenté dans tout. Les conventions collectives, là, c'est dans tout. Là, les rôles, les responsabilités. On l'a vu beaucoup, on a entendu parler des profs. Puis je m'embarquerai pas là-dedans, mais les métiers de la construction, il va falloir être un petit peu plus comme... beaucoup plus, en fait. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Ouais. Mais un petit peu plus pour pas trop froisser le monde, mais dans les faits, c'est ça. Il y a un grand besoin d'ajustement. Puis je pense qu'on peut beaucoup s'inspirer de ce qui se fait en Ontario. C'est nos voisins. On est dans le même écosystème. Ils arrivent à faire des choses que nous, on n'arrive pas, clairement, parce qu'on a une lourdeur qu'ils n'ont pas, eux. Ben, tu sais, juste quelqu'un qui ne paye pas. Généralement, aux États-Unis, c'est le 3 du mois, pas payé, police, dehors. Hey, ici, ça prend 2 fois des huissiers, puis etc. C'est sûr il y a quand même une réalité, aux États-Unis versus ici, il faut quand même se rappeler qu'on a un hiver. Il exagère aussi, là, ça prend un filet social. Je veux pas dire qu'il faut le copier. C'est ça, en fait, qui est l'enjeu. C'est que là, actuellement, on n'a pas assez de logements sociaux pour accueillir les gens qui, ici, ils sont évincés. Fait que là, on va dire, on va attendre. Par exemple, Hydro-Québec va rarement couper l'électricité à quelqu'un en plein hiver. Ça, c'est correct. Mais le socialisme n'a pas à être porté par les... C'est la propriété privée, la notion de propriété privée. S'il y a quelque chose qui est un symbole de ça, c'est la location immobilière. Puis ça ne fait que se détériorer la réalité des petits propriétaires. Les gros, ils s'arrangent à un moment donné. Un logement pas loué, un crotté qui reste en squatter un mois de plus, ça leur change pas nécessairement grand-chose. Mais quelqu'un pour qui c'est la retraite, qui n'est pas un fonctionnaire avec une retraite d'1,5 million, là, qui doit se la bâtir lui-même,
c'est violent. Puis, oui, puis ça a été toujours, quand je regardais le projet de loi 31, là, puis j'étais avec le caucus, puis on en discutait, c'était toujours notre préoccupation. On disait comment on peut trouver l'équilibre entre les petits propriétaires qui sont pas, justement, comme vous dites, des grands propriétaires fonciers, là, souvent c'est leur plan de retraite, puis comment on peut aussi avoir l'équilibre avec les locataires. Mais c'est vrai que ça peut pas être tout un puis tout l'autre, là. Donc, on disait il faut qu'il y ait une meilleure protection pour les évictions, mais il faut aussi une meilleure protection pour les propriétaires. S'il y a du dommage, par exemple, qui est laissé par un locataire, comment on peut mieux protéger un dépôt. On est une des seules places dans la planète où on n'a pas le droit de l'exiger. Je voulais juste vous êtes très généreuse de votre temps, Mme Dufour. Je voulais juste une petite question sur l'environnement, spécifiquement pour une des zones dans la région ici où on a encore de la forêt, pas vierge, mais plutôt intacte. Il est question de la forêt du Triton. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de création de nouvelles aires protégées. La dernière fois, c'était Philippe Couillard. Il y a plusieurs années, et c'était pas des superficies énormes. Il y a eu d'annoncer par la CAQ, c'est pas encore fait, mais ça a avancé pour l'Aubinière, puis 2 dans Chaudière-Appalaches. Mais c'est en forêt boréale, on s'entend que ça en prend parce qu'on a été chercher du bois presque de l'entièreté de la carte. Et je voulais savoir s'il y avait dans les cartons du Parti libéral des choses spécifiques pour protéger des zones de forêt boréale. Oh mon Dieu, vous me posez toute une question. J'ai pris possession, en guillemets, du dossier. Puis c'était plus, à votre défense, on n'avait pas parlé que j'avais de ce sujet-là à l'ordre du jour du tout. Là. Oui, c'est ça. Puis j'ai quand même beaucoup de connaissances en environnement, mais moi, j'étais à Laval, donc c'est un peu loin de votre secteur. Ouais. Je connais moins ces zones-là, mais je vais y venir. Mais là, en toute franchise, je pourrais pas vous répondre. Mais auriez-vous tendance à vouloir demander ça puis prôner qu'on fasse des zones protégées de forêt boréale? Ben, de façon générale, ça nous prend plus d'aires protégées pour atteindre les objectifs que, comme société, on a pris. Là. On a pris des engagements, là, le Québec, et il va falloir en créer plus d'aires protégées, c'est évident. La forêt, je pense qu'il faut préserver des écosystèmes partout. On parle dans Gaspésie, on parle beaucoup du caribou, par exemple, qui a besoin de la forêt pour évoluer. Puis il y a toute une biodiversité qui a besoin de la protection pour continuer à vivre. Puis il y a moyen, là, en passant, là, j'entends souvent des gens qui disent ouais, mais là, on a besoin de logements, si on protège trop, on va y construire où? Ben, il y a moyen de construire dans les zones qu'on a déjà. Pensez à tous les gros centres d'achat, là, qui des immenses stationnements, là, qui sont ça, là, requalifier ça, là, il y a moyen de construire avec du commercial au rez-de-chaussée, puis du logement au-dessus. Puis du parking pareil avec des pépines, on est bon pour faire des stationnements souterrains. C'est effrayant. Nous, on avait fait l'exercice à Laval, là. 40% du centre-ville de Laval, c'est du stationnement. Là. Il y a du terrain pour développer, c'est pas là l'enjeu. Le sous-sol, il est là pour le stationnement, au pire, là, un peu de béton. Exactement. Même si ça coûte plus cher, au bout du compte, si on construit au-dessus, ça va finir par être rentable. Mais fait qu'il faut préserver ce qui nous reste. Les arbres, c'est les poumons, hein, de notre c'est ce qui filtre l'air. D'ailleurs, moi j'ai un ami qui est cardiologue environnemental, François Ruy, qui est le neveu du Barry, qui a fait le lien direct entre quand on coupe des arbres, il y a de l'augmentation de problèmes cardiaques parce que la pollution qui est plus filtrée par les arbres, ben ça atteint la santé coronarienne. Fait que on peut aller loin là-dedans, mais je vous dis, moi, je suis du genre à être plutôt favorable à la protection et essayer de travailler autour, puis de s'adapter, puis il y a moyen là, de faire des beaux aménagements. Petite jasette avec Henri Jacob puis Richard Desjardins, ça peut être sympathique, puis ça va peut-être vous pointer des zones spécifiques où ça serait des bonnes idées, parce que souvent, il y a des aires protégées qui se font, mais c'est plus ou moins protégé, c'est plus ou moins reculé. Puis comme j'avais dit à Philippe Couillard à l'époque, il y a peut-être le prochain remède du cancer dans une forêt vierge. Le fond du sol aussi, c'est pas de la terre arable. Il y a un humus qu'on appelle des fois. Ouais. Il y a des merveilles là-dedans. Hey, vous avez été très généreuse. Je vous laisse à votre journée qui, je pense bien, est fort occupée déjà. Merci énormément. Merci à vous. Ça a été fort intéressant. À la prochaine.
Bonne journée, au revoir. Pareillement, Virginie Dufour, du Parti libéral, députée de Mille-Îles, porte-parole de l'opposition en habitation, surtout pour aujourd'hui. Environnement, faune et parc. On va parler de bois dans pas long, Chico. Oui. Encore plus. De viande de bois. Parce que, ouais, les gardes-faune sont volés sur le crin. Mon père est pas dans une boîte de plastique pour rien. T'sais, il était tanné. Il était tanné de ce genre de règlement-là. Il était tanné du fait qu'un propriétaire peut pas aller changer une façade de prise de courant. C'est fait pour que tu puisses pas monter des échelles sociales. Oui. OK? Les Airbnb, c'était une échelle sociale, ça a été slashé à grandeur. J'aime pas ça quand le gouvernement ou quand les instances me demandent d'être cave. Moi, j'ai bien de la misère. Quand on me dit faut que tu sois un épais, là, c'est-à-dire, ouais, ben, j'ai les outils dans les mains puis je suis capable de le faire. Non, mais t'as pas le droit. Ah, check-moi à l'œil. Tu comprends-tu? Puis ça se fait à plein. Ben oui. Mais man, mettons que le gars dont je parlais tantôt qui a rénové une salle de bain. Ouais. By the way, je commençais pas à rentrer sur comment ça a été. C'est sûr qu'avec une entreprise de CCQ, eux autres, le délai qu'ils m'auraient donné aurait été respecté. On m'avait dit 4 jours, ça a pris 3 semaines. Mais pareil, je pouvais pas me le permettre. Fait que ça serait encore le bordel. Mais s'il m'avait pogné, tu sais, il aurait pu faire en sorte que, genre, c'est fini pour moi, là. Ben oui. Une amende de 10 000, je fais quoi, là? Effectivement. Y a pas de, c'est pas raisonnable. Normalement, si t'es raisonnable, tout devrait bien aller. Non, c'est plus ça. Le gouvernement ne l'est pas. Et on va le prouver encore avec notre prochain invité qui s'appelle Jocelyn Chapdelaine, puis à qui on a donné une amende de plus de 4000 pièces pour une question sur Facebook au Québec. Manquez pas ça, c'est au retour de cette courte pause. Vous écoutez CJMD.